Bonjour citoyens, bienvenue sur Roma Invicta, la chaîne qui éclaire l'histoire, l'histoire qui éclaire le présent. Dans cet épisode, nous allons faire ce que nous appelons de l'histoire par le bas, entendre rapidement à partir du peuple, puisque nous parlerons des Jacobins, un réseau décentralisé. Alors, générique, introduction, et c'est parti. Les Jacobins sont célèbres, mais qu'est-ce qu'ils sont méconnus? Méconnus du grand public. Ce célèbre club, qui donnera rapidement naissance à un réseau national fédéralisé, est issu du club breton. Effectivement, alors que le roi Louis XVI a convoqué à Versailles au printemps 1789 les états généraux du royaume, les députés les plus avancés, ceux favorables à la Révolution, pour la plupart issus du tiers-état, s'agrègent à ceux envoyés par la Bretagne. Il s'agit de se coordonner, puis de préparer les séances de la première Assemblée nationale. On trouve au sein des Jacobins des personnalités comme le héros des deux mondes, le marquis de Lafayette, mais également un protagoniste important de la journée des Tuiles à Visil, dans le Dauphiné, Barnave, ou encore le tonitruant député d'Aix, le comte de Mirabeau, puis un illustre inconnu sur la scène nationale, député par Arras, Maximilien Robespierre. Tout cela ne respire pas à proprement parler le parisianisme, loin s'en faut. Ce club breton, après que les femmes de Paris ont ramené de Versailles dans leur ville la famille royale en octobre 1789, suit le mouvement. Il devient la Société des Amis de la Constitution. Son but est d'établir une constitution pour la France. C'est en rue Saint-Honoré à Paris, dans la bibliothèque du couvent des Jacobins. Le mot jacobin pour les désigner sera même au début de leur existence un sobriquet, un nom péjoratif utilisé par les royalistes. Très rapidement, parce que son aura est importante dans le très hétérogène parti patriote, jusque dans les classes populaires, de nombreuses sociétés des Amis de la Constitution vont essaimer dans le pays, dans les villes et les campagnes, et vont demander l'affiliation à la Société de Paris. C'est donc un véritable réseau national d'affiliation, totalement décentralisé, qui essaime dans la nation. Le premier écueil à éviter, croire que les Jacobins auraient été une machine, comme l'a affirmé Michelet, ou les précurseurs de la démocratie totalitaire, bel oxymore, selon Talmon. En fait, ce que la recherche historique scientifique démontre depuis quelques 30 années, c'est que, je cite Biard et Dupuis, toutes ces sociétés ne forment pas un ensemble très cohérent, loin de se soumettre à une direction politique. L'on ne saurait valablement parler d'un bloc jacobin appuyé sur un réseau homogène de sociétés populaires. Bien sûr, ces clubs partagent bon nombre de principes. Ils sont patriotiques, nous y reviendrons. Les Jacobins sont également réunis par une farouche opposition à l'absolutisme, ce qui les amène à être fondamentalement opposés à toute forme de centralisation du pouvoir exécutif. Vous l'aurez compris, des nuances importantes existent non seulement dans le club parisien, mais aussi entre les clubs des départements. De fait, si théoriquement la Société de Paris édicte comme condition qu'une seule société par localité peut lui être affiliée, et que toute société affiliée doit porter le nom de Société des Amis de la Constitution, la réalité, la pratique, est beaucoup moins arrêtée. Ainsi, les antipolitiques d'Aix, déjà affiliés aux puissants Jacobins de Marseille, finissent par obtenir en 1792 l'affiliation de la Société de Paris, alors que lui préexistait, dans la capitale de l'ancienne province de Provence, un club jacobin. Dans ce cas précis, comme dans celui de Pertuis, dans le Vaucluse, la société antipolitique, au recrutement populaire, parvient à supplanter le club jacobin historique. Dans son ouvrage consacré aux Cordeliers, le grand historien de la Révolution française, Albert Mathiez, les compare au club des Jacobins de Paris et précise: même quand il s'ouvre aux simples particuliers, l'élément parlementaire continue d'y prédominer. Les cotisations élevées exigées à l'entrée en éloignent les petits bourgeois. Les Jacobins doivent à leur recrutement d'être un club parlementaire et bourgeois, et à leur organisation d'être un club national. Si les choses évolueront dans les années 92-93, arrêtons-nous sur la dimension de club national. Ainsi, en décembre 1790, la France révolutionnaire compte déjà 300 sociétés politiques. La classe de la Révolution française consacrée à ces sociétés nous apprend que seuls 10 départements sur les 83 créés en sont encore dépourvus. La Provence, d'où je suis et sur laquelle je travaille plus particulièrement, est l'un des espaces les plus dynamiques en la matière. L'historien du discours, Jacques Guillaumeau, a commis dans les années 90 une enquête très fouillée, Marseille républicaine 1792-1793, dans laquelle il analyse avec une précision et une rigueur intellectuelle qui manquent cruellement à Michel Onfray les missionnaires patriotes de Provence, tels Jacques Montbrion et François Izoard,
que je croise au milieu de mes antipolitiques d'Aix, qui combattent avec eux, tel le citoyen Ferrand, diffusent les principes de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et avec elle le français, langue de la liberté, au péril de leur vie. Voilà pour le patriotisme. Et ce, face à une aimable contre-révolution que nombre d'hypocrites s'acharnent encore à nous décrire comme ayant été la douceur incarnée. Nonobstant, que font ces Jacobins de Provence, mais aussi ceux de Caen, en Normandie, chez Michel Onfray? Ils s'opposent à l'Assemblée nationale constituante, lorsque celle-ci, à l'initiative de Sieyès, veut priver les petits bourgeois et les pauvres du droit de vote. Ils dénoncent, dans les départements, et en pétitionnant à Paris, en correspondant entre eux, ce qu'ils appellent les lois et décrets anticonstitutionnels. Eh bien, voyez-vous, c'est ça alors, être jacobin. Et ne croyez surtout pas à ceux qui vous parleront d'une prétendue verticalité excessive, y compris dans les départements. Pour exemple, lorsque le club marseillais entend s'ingérer dans une affaire d'exclusion de la société de Pertuis, cette dernière répond comme suit aux Phocéens. Il est de principe généralement reconnu, sous le règne de la liberté, que les sociétés populaires sont chacune à l'instar des familles particulières, formant par leur ensemble la famille commune. Ces associations d'amis sont liées entre elles par la communion d'opinion et la réciprocité de confiance. Mais elles se gouvernent séparément, d'après leur statut particulier. Et elles ne sont comptables à la famille commune que dans le cas où elles s'écarteraient de l'objet de leur institution, qu'elles contrarieraient l'ordre public. Notons qu'il est fait mention de la famille commune, non d'une potentielle société mère. Oui, ce qui caractérise les sociétés jacobines, c'est leur hétérogénéité. D'ailleurs, les spécificités des uns sont soulignées par certaines personnalités montantes, ainsi qu'Ami Desmoulins, l'homme du 2 juillet 1789 issu du très populaire district des Cordeliers, revendiquant son positionnement à l'extrémité gauche parmi les Jacobins des Jacobins. Ces Jacobins de gauche, parfois également membres du club des Cordeliers, n'en étaient pas pour autant communistes, contrairement à ce que leurs ennemis politiques avaient essayé de faire croire. Comme le relève Fabrizio Caloreni, ils ont structuré l'idée d'un libéralisme égalitaire. I Giacobini presentavano un concetto di libertà che non fosse solo rivolto alla classe possidente, ma che, al contrario, potesse essere il più ampio possibile. Les Jacobins présentaient une conception de la liberté qui ne s'adressait pas seulement à la classe possédante, mais qui, au contraire, pouvait être la plus ample possible. Évidemment, plus les Jacobins s'avançaient au fil de la Révolution vers une radicalisation politique, en tendre vers la démocratie, plus ses membres les plus modérés, c'est-à-dire ceux qui voulaient une application modérée de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le quittaient. L'occasion de terribles batailles politiques à l'Assemblée notamment, entre la position de Barnave, favorable au maintien de l'esclavage dans les colonies, et celle de Robespierre, périssent les colonies plutôt qu'un principe. Les antipolitiques d'Aix, club d'extrême gauche, sont une illustration intéressante du fonctionnement d'un club politique radical. Leurs positions anticléricales et leur combat contre le fanatisme nous montrent à quel point, dans tout le pays, cette question fut un ciment des sociétés jacobines. Effectivement, alors que l'Assemblée décrétait la constitution civile du clergé le 12 juillet 1790, puis, face aux réticences, imposait le serment civique aux ecclésiastiques, la religion devenait le ciment de la contre-révolution. Et un clergé non-jureur ou réfractaire fit face à un clergé constitutionnel, assermenté. Dans cette configuration, les clubs jacobins menèrent un combat acharné contre les réfractaires. Cela doit être souligné à l'heure où des partis qui ont encore l'outrecuidance de se prétendre de gauche et d'extrême gauche offrent une tribune à un séide des frères musulmans. La première grande crise traversée par les clubs jacobins survint à l'été 1791. Louis XVI, devenu roi des Français, a trahi la nation et pris la fuite. Arrêté à Varennes, il est ramené à Paris le 25 juin 1791. Que convient-il de faire du roi? Si les Cordeliers, déjà gagnés au républicanisme, exigent sa déchéance et réclament la République, les Jacobins ne se rangent pas à la pétition initiale et, le 16 juillet, proposent de remplacer Louis XVI par tous les moyens constitutionnels. Ils prennent donc fait et cause pour le maintien d'une monarchie constitutionnelle, envisageant bien évidemment un autre roi, Philippe d'Orléans. Cependant, les membres les plus monarchiens du club, favorables non seulement à un maintien de Louis XVI, mais aussi aux prérogatives importantes que lui octroie la Constitution presque achevée, font scission et créent le club des Feuillants. Il est primordial ici de relever que l'essentiel des sociétés affiliées, dans les départements, tous sont désormais pourvus d'un club, soutenus par ce qu'on va appeler les sans-culottes, conservent leur fidélité au club historique.
la Société des Amis de la Constitution ne se désagrège pas. Évidemment, la loi Le Chapelier de septembre 1791, qui attaque frontalement les sociétés populaires, entame leur dynamique. Le Chapelier considère qu'il n'y a de pouvoir que ceux constitués par la volonté du peuple exprimée par ses représentants. Il n'y a d'autorité que celle constituée par lui. Il ne peut y avoir d'action que celle de ses mandataires revêtus de ses fonctions publiques. Il pose donc le cadre d'un régime représentatif dans un système, rappelons-le, censitaire. Même l'offensive, le 26 septembre, de l'abbé Grégoire contre ceux qui détestent les clubs comme les filous, les réverbères, n'y change rien. Pourtant, si les sociétés ne peuvent plus pétitionner en nom collectif, l'année 1791 aura vu la création de centaines et de centaines d'entre elles, et cette année 1791 laisse derrière elle une nation qui compte désormais plus de 1200 clubs jacobins. Néanmoins, les clubs jacobins du pays allaient pouvoir compter sur la duplicité royale. Louis XVI avait continué, par ses vétos notamment, par son inaction face à la contre-révolution puissante et sanglante, et oui, par sa complaisance à l'endroit du clergé réfractaire, à nourrir méfiance et suspicion. Ce sont les jacobins du pays de Michel Onfray, les patriotes de Caen, qui sont parmi les premiers à exiger de Paris, ou plus précisément de l'Assemblée nationale, qu'elle prit des mesures contre le chef du pouvoir exécutif, dénonçant une coalition funeste et des prêtres séditieux. Et le monarque, écrivent les jacobins de Caen, le délégué de la nation, celui à qui 35 millions pris sur la subsistance du peuple, devrait apprendre sans cesse que son existence n'est que précaire, qu'elle repose sur la tranquillité de l'État et le maintien de la constitution du royaume, celui-là, dans les circonstances alarmantes, au milieu du péril le plus imminent, ose vous dire, avec le sang-froid de l'indifférence, qu'il examinera. Voilà ce qu'est être jacobin en cette fin d'année 1791. Un citoyen engagé, de plein pied, dans le processus révolutionnaire pour construire un nouveau régime et placer les autorités constituées face à leurs devoirs. Le jacobin est légaliste, tant que le législateur gouverne dans l'intérêt du peuple, pour l'intérêt du peuple. Les patriotes de Caen poursuivent. Qu'il examine qu'un individu roi ne peut avoir reçu d'une constitution qui consacre les droits de l'homme, celui d'enchanter toutes les volontés de l'Empire et de paralyser la main qui doit sauver la patrie. Qu'il examine que ses ministres le trompent, que les troupes de ligne ne sont point au complet, que les gardes nationales ne sont point armées, que nos volontaires manquent de tout sur le front. Être jacobin ou affilié à ce réseau, c'est correspondre avec ces sociétés de frères. Ainsi, le 1er janvier 1792, déjà, les antipolitiques d'Aix écrivent à Louis XVI en personne pour manifester leur adhésion à l'adresse de leurs frères les patriotes de Caen. Libres sous la protection des lois, nos agriculteurs, sans les sueurs desquels il n'existerait ni industrie, ni commerce, ni société, et par conséquent, ni princes et rois. Tu parles des précurseurs du capitalisme libéral. Nous adhérons de tout notre cœur et de toute notre âme à l'adresse que tes concitoyens de Caen t'ont écrite. Nous t'invitons, nous te conjurons s'il le faut, à n'écouter que ta raison et la voix de ta conscience. Éloigne pour jamais d'auprès de toi ces hommes dégradés par les sentiments les plus avilis et qui achetaient, par les bassesses les plus révoltantes, le droit de nous opprimer. Ils avertissent. Règne, mais règne par la loi. C'est le seul moyen de te concilier pour jamais l'amour des Français. Le roi n'entendra pas. Et il va pouvoir compter sur des alliés inattendus. Nous en arrivons à la deuxième grande crise qui déchira le réseau jacobin. Les Jacobins ont obtenu 136 députés à la législative et forment la gauche d'une assemblée monarchienne. Ils sont réunis autour de Brissot, le chef de file de ceux que nous appelons les Girondins. Vous l'avez compris, les Girondins étaient Jacobins. Cette crise est le fruit du débat sur l'opportunité ou non de la guerre offensive. Les Girondins, qui plaident pour une politique ouvertement belliciste, parviennent à arracher la majorité des Jacobins sur leur ligne. Brissot, qui pense ainsi prouver la duplicité de Louis XVI, mener une guerre de libération des peuples européens, et probablement renflouer les caisses de l'État, déclare même « Nous ne pourrons être tranquilles que lorsque l'Europe, et toute l'Europe, sera en feu ». Face aux Girondins, une minorité de membres du club, futurs montagnards, oppose la nécessité, certes, de se préparer à la guerre, mais de ne pas en prendre l'initiative. Ni la nation, sa révolution, ni ses armées ne sont prêtes. La saillie la plus éloquente est tirée par Robespierre à l'adresse de ses collègues girondins. Remettez l'ordre chez vous avant de porter la liberté ailleurs. La plus extravagante idée qui puisse naître dans la tête d'un politique est de croire qu'il suffise à un peuple d'entrer à main armée chez un peuple étranger pour lui faire adopter ses lois. Personne n'aime les missionnaires armés.
Si nous pouvons voir ici, au sein des Jacobins, les prémices du duel fratricide entre Girondins et quelques-uns des futurs montagnards, relevons que Camille Desmoulins, par exemple, à l'extrémité gauche des Jacobins, défend la guerre offensive. Les Girondins obtiennent du roi qu'il déclare la guerre le 20 avril 1792. Durant toute leur existence, les sociétés populaires vont participer de la mobilisation armée. Ce sont également elles qui organisent la révolution du 10 août 1792 qui fait trébucher la monarchie aux Tuileries. Et il faut ici souligner le rôle essentiel des Jacobins de la cité phocéenne et des antipolitiques d'Aix dans la levée du bataillon des fédérés marseillais. Avec l'avènement de la République, on observe une démocratisation accrue des clubs jacobins. Ils se s'enculottisent. Ils deviennent les sociétés des amis de la liberté et de l'égalité. Cette démocratisation sociologique conduit à une forme d'homogénéisation du réseau autour des exigences démocratiques et sociales, rejetées par son courant conservateur, les Girondins. Voilà qui conduira à leur exclusion des Jacobins à l'automne 1792, et Brissot s'en plaindra dans son journal Le Patriote français. La Société de Bordeaux réplique vraisemblablement en novembre 1792 pour défendre les députés de la première droite républicaine, les Girondins, en écrivant aux Jacobins de Paris pour dénoncer des hommes sans morale qui flattent le peuple pour l'asservir, commandent l'insurrection aux lois, déifient l'assassinat et veulent régner par les proscriptions. Le processus législatif voit un aller-retour entre sociétés populaires et conventions, la nouvelle Assemblée nationale. Je ne développerai pas ici la problématique réelle de la rivalité entre mouvement populaire et bourgeoisie parlementaire, de façon à me centrer sur les actions permanentes de ce mouvement populaire portant les et porté par les sociétés politiques, essentiellement jacobines. Les clubs pétitionnent à l'Assemblée et au département pour exiger des lois d'exception, des mobilisations armées, des dons patriotiques. Je renvoie ici à la thèse en cours de mon ami Gauthier Berthe. Le combat contre les réfractaires et les prêtres séditieux, des mesures sociales. Ce sont les clubs qui demandaient depuis longtemps la révocation des mandataires infidèles qui conduit à l'éviction des Girondins au printemps 1793, source de l'insurrection dite fédéraliste, laquelle se solde par la victoire des sociétés populaires soutenant la Convention, désormais aux mains des montagnards. L'an 2, 21 septembre 1793, 21 septembre 1794, et ses plus de 5000 sociétés voient le triomphe du mouvement populaire, du pouvoir du peuple organisé autour de ces clubs, et non d'une quelconque dictature du comité de salut public, régulièrement sollicité par les sociétés des départements. Pour cette période précise, l'historien Jacques Guillaumeau a identifié une très nette influence des Cordeliers, le très populaire club démocrate de Paris, sur l'ensemble du réseau jacobin. Les Cordeliers sont alors menés par des figures comme Hébert ou Chaumette. L'influence, sinon la connivence hébertiste, se mesure effectivement jusqu'en Provence. Elle se caractérise, face aux périls contre-révolutionnaires, par une radicalisation politique. Exigence du contrôle démocratique, mesures d'exception, anticléricales et anti-religieuses. Pour exemple, l'extrême gauche aixoise, anticipant ou annonçant les futurs décrets, mena une véritable guerre aux ornements religieux ou assimilés portés dans l'espace public, allant jusqu'à exiger de la municipalité, le 5 octobre 1792, qu'elle fasse une proclamation qui ordonne que les prêtres ne paraissent plus en public en soutane. Rendez-vous compte. Une telle catophobie et la stigmatisation de pauvres prêtres déjà tellement stigmatisés. Des éléments utiles à relever tandis que des partis qui ont toujours l'outrecuidance de se prétendre de gauche et d'extrême gauche soutiennent, dans le sein de l'école de la République française, le port d'un vêtement instrumentalisé à des fins religieuses par les réseaux fréro-salafistes. Durant l'an 2, les sociétés populaires se battent pour l'application de la loi sur le maximum des prix. À cette fin, elles sollicitent régulièrement les représentants de la Convention en mission dans les départements, de façon à ce qu'ils forcent les notables locaux à faire appliquer ce principe de régulation de l'économie. Autant dire que l'expérience, observable et observée, ne plaide pas en la faveur de la décentralisation, du moins du point de vue démocratique. Les clubs ne survivront ni à la lutte des factions, qui s'achève dans le sang au printemps 1794, ni au coup d'état parlementaire du 9 Thermidor qui renverse Robespierre et ses amis. Les effets de la réaction thermidorienne ne sont pas immédiats dans les départements. Si le club des Jacobins de Paris est fermé le 22 Brumaire en 3, 12 novembre 1794, Billaud Varenne y avait déclaré au début du mois « Le lion n'est pas mort quand il sommeille, et à son réveil, il extermine tous ses ennemis. » Les dernières sociétés dans les départements sont fermées, sur ordre du pouvoir central, entre le printemps et le début de l'été 1795.
Concluons, citoyens. Que l'on se revendique ou non des Jacobins, importe moins que les raisons pour lesquelles on le fait. À Roma Indicta, nous nous reconnaissons héritiers des Cordeliers. Invoquer comme raison la centralisation ou la décentralisation n'est pas pertinent. C'est absurde. D'abord, les termes n'existaient pas à l'époque et, comme nous l'avons expliqué, tout au long de leur histoire, les Jacobins se sont formellement opposés à la centralisation du pouvoir exécutif. D'ailleurs, celui qui, dans l'inconscient collectif, incarne le mieux ou le plus la représentation fantasmée du Jacobin prétendument centralisateur, à savoir Robespierre, déclarait dans son discours du 10 mai 1793 à la Convention « Fuyez la manie ancienne des gouvernements de vouloir trop gouverner. Laissez aux communes le pouvoir de régler elles-mêmes leurs propres affaires en tout ce qui ne tient pas essentiellement à l'administration générale de la République. » En revanche, il est juste de souligner que les montagnards ont défendu le principe de centralité législative dans un contexte précis du reste. À l'issue de l'insurrection dite fédéraliste, en pleine guerre de Vendée, ou alors que la quasi-totalité de l'Europe était en guerre contre la France, dont des parcelles du territoire étaient envahies. Il est également nécessaire de rappeler que la Constitution de 1793, celle proposée par les montagnards, constitution dont un certain nombre de dispositions furent suspendues à partir de l'automne 1793, constitution ratifiée par les citoyens dans les assemblées électorales, prévoyait la ratification des lois par les citoyens dans les départements. Et sur cette question de l'organisation du pouvoir, je cède la parole à Jacques Guillaume. Dans une telle perspective, l'opposition classique entre le centralisme parisien et les réalités régionales, qui plus est, entre le centralisme jacobin et le fédéralisme girondin, n'est plus valide, en dépit de sa fortune historiographique. Les travaux récents lui ont fait perdre toute valeur explicative. Il écrivait ça en 1992. Citoyens, je vous invite à commenter cette vidéo, évidemment à cliquer sur la petite cloche comme le veut la tradition et surtout, à faire circuler cet épisode car, souvenez-vous, la connaissance, ça se partage et ça se dispute. Salut et fraternité, citoyens!